Les troupes ukrainiennes usées jusqu'à l'os. Malgré les promesses plus ou moins honorées de Bruxelles et Washington, les manœuvres de Kiev peinent à payer. La fameuse contre-offensive n'a pas su retourner la situation. C'est ce que nous explique Sylvain Ferreira, historien militaire et auteur de La bataille de Mariupol aux éditions Caractère. Aujourd'hui, on est à peu près donc à 3 mois après le déclenchement de cette vaste contre-offensive. Elle a vraiment eu lieu. Cette fois-ci, c'était pas l'Arlésienne. On peut dire que malheureusement pour les Ukrainiens et les espoirs qu'ils avaient placés dans cette contre-offensive, les gains territoriaux sont extrêmement limités. On a eu au sud 2 secteurs de percée sur Rojainé et puis sur Rabotiné, dont on entend parler depuis presque 3 semaines sans discontinu. Mais c'est des avancées qui représentent à peine une dizaine de kilomètres. On est à 12 ou 13 kilomètres dans la profondeur des défenses russes, c'est-à-dire qu'on a à peine atteint la première ligne de défense sur Ovikine, et donc on l'a toujours pas percée, et les espoirs que cette percée soit réalisée puis ensuite exploitée dans la profondeur vers la deuxième ligne sont à mon avis quasi nuls, puisque les moyens que les Ukrainiens ont engagés pour en arriver là au bout de 3 mois sont colossaux, et que les pertes ont été très très importantes. On parle de 40 à 60 000 soldats hors de combat. Donc c'est vraiment un échec patent auquel on pouvait s'attendre étant donné la qualité des défenses russes. Une défaite de la contre-offensive que Volodymyr Zelensky a visiblement bien comprise. Reste à savoir si cet échec a suffi à convaincre l'exécutif ukrainien et ses alliés de Washington de revenir à des négociations de paix. C'est très difficile à dire aujourd'hui puisque vous avez des observateurs aux États-Unis comme Tucker Carlson qui viennent nous dire que les démocrates les plus fous au sein de l'entourage présidentiel sont prêts à aller jusqu'à une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie pour pouvoir garantir la réélection de Biden l'année prochaine. C'est des propos très récents qu'il a tenus en début de semaine, et donc c'est vrai qu'on se dit là ce serait une véritable catastrophe parce que effectivement c'est ce que personne ne veut voir. Et puis de l'autre côté, on a effectivement plusieurs voix, bien sûr aux États-Unis, mais qui obtiennent aussi une caisse de résonance en Europe. On pense notamment à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy sur cette question, c'est qu'il serait effectivement temps de se remettre autour d'une table pour discuter. Mais je pense que aujourd'hui, c'est encore bien trop tôt parce qu'on souhaite encore envoyer des soldats ukrainiens au feu pour tenter de ne finalement pas perdre la face sur le plan militaire. Une stratégie d'apaisement qui n'est donc pas encore d'actualité. Toutefois, depuis quelques jours, certains éléments tendent à laisser penser que la ligne jusque-boutiste pourrait peut-être être abandonnée par les dirigeants ukrainiens, à commencer par Zelensky. Ça fait 2 semaines que le président Zelensky donne des messages qui sont un petit peu nouveaux dans sa bouche depuis le début du conflit. On a donc d'abord ce changement de ministre de la Défense qui intervient enfin, c'est-à-dire que Resnikov était déjà sur la sellette pour une première histoire de corruption sur tout ce qui concernait les rations de combat de l'armée ukrainienne. Et puis la bataille de Bakhmout au début de l'année a empêché ce limogeage d'avoir lieu. Donc là, il vient d'avoir lieu. Alors on nous dit que c'est à cause d'une autre histoire de corruption. C'est probable. Je pense que c'est aussi lié à l'échec de la contre-offensive, parce que là, on a besoin finalement de trouver une espèce de bouc émissaire. Et donc, on va trouver quelqu'un qui, lui, est, semble-t-il, plutôt favorable à des pourparlers. Et le président Zelensky a aussi glissé une phrase au cours de son dernier voyage en Europe de l'Ouest pour dire que peut-être que la Crimée pourrait devenir une espèce de zone démilitarisée intégralement, sans Russes, sans Ukrainiens. Alors ça laisse là encore une porte ouverte. Alors est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'est vraiment sincère de sa part? C'est dans les mois qui viennent qu'on le saura. Et si une telle issue pour la Crimée semble bien improbable, sa seule évocation montre toutefois que les volontés ukrainiennes s'infléchissent en prenant la mesure de la situation militaire, de plus en plus difficile à cacher. Dans ce cadre, des combats autour de la mer Noire sont toujours en cours, sur fond de suspension de l'accord céréalier. La zone de la mer Noire aujourd'hui est une des zones chaudes du conflit. Parce qu'effectivement, on est là sur un point très important, à la fois donc des voies de communication
concernant l'approvisionnement vers l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argument principal qui est porté par les Russes, c'est de dire voilà, les bateaux arrivaient chargés d'armes, de munitions et d'équipements et repartaient avec des céréales. Donc c'est pour ça que Moscou a dit on arrête tout et qu'il est, à mon avis, hors de question de revoir à nouveau des bateaux repartir avec du blé, parce que bien évidemment avant ils seraient encore arrivés avec du matériel pour l'armée ukrainienne. On l'a vu encore cette nuit, l'armée russe a frappé dans la profondeur jusqu'aux limites du territoire roumain. On a eu des drones qui sont tombés par erreur de l'autre côté de la frontière sur le territoire roumain. Donc pour moi, il est clair que Moscou ne va pas revenir demain matin sur l'idée que l'accord sur le blé serait à reprendre et puis à remettre en place. Je pense que pour le moment, c'est hors de question. Tout porte donc à croire que l'Ukraine est désormais dans une position où le retour à la table des négociations devient inévitable pour faire cesser le carnage. Un carnage qui pour l'heure ne sert plus qu'à œuvrer pour une propagande qui cherche à sauver les apparences et cacher la réalité dramatique de l'Ukraine, jetée